La vraie raison pour laquelle les femmes reviennent après vous avoir rejeté. Le stoïcisme. Elle vous a rejeté, et sur le moment ça semble définitif. Il y a une forme de fermeture mentale qui s'installe, comme si l'histoire venait de se terminer d'un côté seulement. Vous continuez malgré tout à vivre votre vie, parfois avec un mélange de fierté forcée et de questions sans réponse. Les premiers jours, voire les premières semaines, peuvent être marqués par une sorte de bruit mental constant. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce qu'elle va revenir ? Puis quelque chose change, lentement. Vous recommencez à vous concentrer ailleurs, vous reprenez vos habitudes, vos objectifs, vos responsabilités. Et même si elle reste quelque part dans un coin de votre esprit, elle n'est plus le centre de tout. Et puis, sans prévenir, elle revient. Un message, un appel, une réaction subtile, une présence réapparaît là où il n'y avait plus rien. Et la plupart des hommes à ce moment-là interprètent ça comme une sorte de retournement du destin. Ils pensent « j'ai eu de la chance » ou « au fond, elle s'est rendue compte de quelque chose ». Mais cette lecture est souvent trop simple pour expliquer un comportement humain complexe. Ce qui se passe ici n'est pas aléatoire, c'est un phénomène psychologique qui suit des mécanismes assez cohérents. Beaucoup d'hommes construisent une explication rassurante après coup. Ils pensent que si une femme revient, c'est parce qu'elle a fini par regretter sa décision initiale, parce qu'elle a ressenti un manque soudain, parce que le temps a guéri une confusion émotionnelle, ou parce que la persistance finit toujours par être récompensée. Cette narration est intuitive, elle protège l'ego, elle donne un sens linéaire à une situation qui en réalité ne fonctionne pas de manière linéaire. Des chercheurs en comportement à l'Université de Columbia, en étudiant les dynamiques d'attirance après rejet, ont remarqué quelque chose de très spécifique dans les schémas de réengagement. Les femmes ne revenaient pas vers les hommes qui restaient dans une position d'attente continue. Elles revenaient vers ceux qui avaient disparu du cadre émotionnel initial, puis réapparus différemment, avec une identité comportementale transformée. Autrement dit, ce n'était pas la constance qui créait le retour, c'était la rupture du modèle initial. Le cerveau humain ne réagit pas uniquement à la présence ou à l'absence, il réagit fortement au changement de structure. Et dans ce cas précis, le déclencheur n'était pas simplement émotionnel, il était cognitif, le contraste entre une version connue de vous et une version nouvelle, inattendue, non classifiée. Voici un point que peu de gens expliquent clairement. Elle ne revient pas forcément parce qu'elle a ressenti votre manque au sens romantique du terme. Elle revient parce que la version de vous qu'elle avait intégrée dans sa perception mentale n'est plus la même. Au moment où vous cessez d'être accessible émotionnellement de la même manière, où vous ne réagissez plus de façon prévisible, où votre centre d'attention se déplace réellement ailleurs, vous devenez une variable instable dans son système de perception. Et le cerveau humain n'aime pas les variables instables. Il cherche à résoudre ce qu'il ne comprend plus complètement. Il réévalue, il reconsidère, parfois même inconsciemment. Mais il y a une couche encore plus précise derrière ce mécanisme. Des chercheurs en psychologie sociale de Stanford, en étudiant la rareté, la disponibilité et la valeur perçue, ont observé un phénomène constant. Lorsque l'attention d'une personne diminue de façon authentique, la perception de valeur de cette personne augmente. Cependant, ils ont ajouté une nuance cruciale. Cela ne fonctionne que si le retrait est réel. Le cerveau humain est extrêmement sophistiqué dans la détection de la simulation. Il peut percevoir la différence entre quelqu'un qui fait semblant d'être détaché et quelqu'un qui l'est réellement devenu. Et cette différence change totalement la réaction en face. Le faux détachement est souvent transparent. Il se manifeste par des comportements contradictoires, prétendre l'indifférence tout en surveillant, agir comme si de rien n'était tout en restant émotionnellement accroché. Et ce type de dissonance est perceptible, même sans mots. Le vrai détachement, lui, n'a pas besoin d'être démontré. Il est le résultat naturel d'un changement de direction intérieure. Et c'est ici que la discussion dépasse complètement la simple dynamique entre deux personnes. Le stoïcisme, dans sa forme originale, ne parle pas de stratégie sociale, il parle de contrôle intérieur. Il enseigne quelque chose de fondamentalement simple mais difficile à appliquer. Il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui n'en dépendent pas. Vous ne contrôlez pas qui revient, vous ne contrôlez pas les décisions des autres, vous ne contrôlez pas leur perception initiale ou leur changement d'avis futur. Mais vous contrôlez entièrement votre réponse, votre discipline, votre direction, votre capacité à continuer à construire même sans validation immédiate. Et avec le temps, cette réponse devient visible. Elle devient une sorte de signature comportementale. Un homme qui ne dépend plus d'une seule validation externe, qui continue à progresser même dans le silence, qui investit son énergie dans des projets, des compétences, des objectifs réels, développe une présence différente. Pas parce qu'il essaie d'être attractif, mais parce qu'il devient structuré intérieurement. Et cette structure est perçue. Maintenant, il est important de comprendre quelque chose de subtil ici. Les hommes qui finissent par voir un retour dans ce type de situation ne sont généralement pas ceux qui ont essayé de créer un retour, ce sont ceux qui ont arrêté de faire du retour un objectif. Ils ont cessé de focaliser leur énergie sur une personne spécifique, et cette énergie a été redirigée vers leur propre développement, leur travail, leur identité, leur évolution. Et à un moment donné, la question même de la récupérer perd de sa centralité. Elle devient secondaire, puis optionnelle, puis presque inutile. C'est à ce moment-là que la dynamique change souvent, non pas parce qu'un effort a été intensifié, mais parce que la dépendance émotionnelle a diminué. Mais il existe un piège psychologique très important. Après un rejet, beaucoup de personnes confondent transformation réelle et transformation jouée.
Elles essaient d'adopter une image de détachement. Elles changent leur comportement extérieur, mais intérieurement, elles restent fixées sur la même attente. Elles regardent les réseaux sociaux. Elles analysent les signes. Elles attendent une réaction, tout en essayant de paraître indifférentes. Ce n'est pas du stoïcisme, c'est une performance mentale. Et cette incohérence finit souvent par être ressentie dans les interactions futures. Parce que la cohérence intérieure est difficile à simuler sur le long terme. Le détachement réel ne vient pas d'un effort de contrôle. Il vient d'un déplacement sincère de l'attention, d'un investissement profond dans autre chose, quelque chose qui ne dépend pas de la réponse émotionnelle d'une seule personne. Et dans ce déplacement, quelque chose change naturellement. Elle ne revient pas parce que vous avez essayé de la convaincre. Elle revient parce que vous avez cessé de fonctionner comme quelqu'un qui demande une validation constante pour exister pleinement. Parce que vous avez, silencieusement, sans annonce ni démonstration, construit une vie qui ne tourne plus autour d'une seule approbation. Et si cette compréhension modifie ta perception de ce scénario, alors il existe un niveau encore plus profond à explorer. Le mécanisme psychologique exact qui rend un homme durablement moins attirant après un rejet, et surtout la seule transformation interne capable d'inverser ce processus de manière stable.